Monsieur Bricou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous faites partie des 577 députés, vous représentez la 18e circonscription qui regroupe 5 cantons, 83 communes, c'est quand même pas mal. Vous faites partie de l'Union des démocrates européens centristes et indépendants. Alors vous faites partie de plusieurs commissions permanentes qui sont de mémoire au nombre de 8. Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, membre avec une mission d'information sur l'adaptation du changement climatique, de la politique forestière et la restauration des milieux forestiers. Vous avez eu également une mission d'information sur le rôle et l'avenir des commerces de proximité dans l'animation et l'aménagement des territoires, on en reparlera tout à l'heure. Et puis finalement une mission flash sur l'acceptabilité et la modalité de déploiement des énergies renouvelables. Alors aujourd'hui, Monsieur Bricou, en 2023, quelle est votre vision globale de votre rôle de député ? Un député, il a plusieurs missions. Hein. Tout d'abord, je présente mes meilleurs vœux aux téléspectateurs. Hein. Merci. On est là pour ça. On est là pour ça. Meilleurs vœux de santé, de bonheur, de réussite, d'amour. Enfin, l'année 2023 sera dure. Vous avez décrit beaucoup de mes missions. Mais la mission générale d'un député, c'est d'une part de représenter sa circonscription à l'Assemblée nationale, c'est aussi d'être un correspondant sur le terrain, de faire remonter les revendications des concitoyens. Et puis, j'ai un conseil de circonscription, vous le savez. Et ce conseil de circonscription travaille sur des questions qui sont difficiles à résoudre pour un seul député. Par exemple, l'euthanasie, la fin de vie, ça c'est une question qui est difficile à régler quand on est tout seul. Donc mon conseil de circonscription me vient en aide et me donne des idées. Alors, à l'Assemblée nationale, eh bien, on fait la loi. Un député fait la loi. Il y a 74% des lois qui viennent du gouvernement. Ce sont des projets de loi, 18% des députés et 8% des sénateurs. Donc on a une limitation importante dans nos possibilités de faire avancer des lois. Vous savez que j'ai une loi à mon nom. La loi à mon nom, ça a été dans le cadre des niches, parce que chaque groupe politique a droit à des niches. 8 propositions de loi par an. Il faut d'abord se faire accepter de ses copains. Il faut que les copains vous disent, bon, ta proposition elle est meilleure que les nôtres, on te laisse passer. Et puis ensuite, il faut faire passer la loi à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de questions qui sont en cours actuellement sur la qualité de vie, sur l'énergie. L'énergie, on est en plein dedans. En plein dedans, on va travailler beaucoup, je pense. Cette semaine, c'est la reprise. Donc on enregistre l'émission lundi, donc dès demain, vous repartez sur Paris. J'y serai mardi, mercredi, jeudi, peut-être plus. Ça m'est déjà arrivé d'être à Paris le dimanche soir pour voter une loi à minuit. Ça arrive qu'on soit à l'Assemblée nationale à 3h du matin. Quand les gens disent qu'il y a peu de monde dans l'hémicycle, c'est une fausse idée, parce qu'on est quelquefois en commission en dessous à travailler sur d'autres propositions. Il y a 5 à 10 propositions de loi par semaine. On ne peut pas être à chaque fois dans l'hémicycle pour une loi particulière. Donc on travaille en commission. Et pour les votes, comment ça se passe alors quand vous n'êtes pas dans l'hémicycle ? Pour les votes, on sait à peu près comment ça va se résoudre, sauf pour les lois importantes. Par exemple, la loi sur les retraites, il y aura certainement beaucoup de discussions. Qui commence cette semaine. Mais il y a d'autres lois dont on connaît à peu près l'issue, qui sont votées presque à l'unanimité. Donc, ce sont les copains qui votent quelquefois pour nous quand il y a des procurations. Mais à l'Assemblée nationale, il y a très peu de procurations. Il n'y a que pour les votes solennels où il y a des procurations. D'accord. Le reste du temps, il faut être présent. Et être présent, quelquefois, la loi est votée à 85 par 85 députés, simplement, sur 577. Mais ce sont des choses qui ont été vues en avant et qui ont été oui, parce qu'une loi, il faut déjà la travailler au sein de sa commission, et puis après, elle est soumise aux députés membres de la commission. Moi, j'appartiens à la commission développement durable, aménagement du territoire,
Donc, la loi, elle est discutée. Quelquefois, il y a 3000 amendements, vous savez. Quelquefois, il y a des groupes politiques qui font obstacle à la loi. Donc, ils déposent des amendements. Un amendement, ça peut être, par exemple, de transformer un point en une virgule. Donc, ça fait passer beaucoup de temps. On discute, pas grand-chose. On discute pendant 20 minutes de très peu de choses. Et on bloque, par exemple, on se demande pourquoi M. Caron a retiré sa loi. Il proposait une loi contre la tauromachie. Donc il a proposé cette loi dans le cadre des niches. Il avait le groupe LFI avait 8 propositions. Et il fallait absolument que la loi soit votée à minuit. Et lui, il était en 5e position. Il s'est aperçu que sa loi ne serait jamais votée à minuit. Donc il a préféré la retirer pour la représenter. Pour la redéposer plus tard. D'accord. Mais ce n'était pas parce qu'il ne voulait pas que sa loi passe. D'accord. Ça, c'était... Techniquement, il fallait s'en... Donc, on discute en commission des lois, on discute qu'il faut jusqu'à 3 heures du matin. J'ai jamais vu un député dormir, contrairement à ce que j'entends quelquefois. Et puis après, on rediscute des mêmes amendements dans l'hémicycle. Donc, on discute deux fois des amendements. Mais dans l'hémicycle, tous les députés sont présents, tandis que dans la commission, il n'y a que les membres de la commission de développement durable. D'accord. Alors, parmi les propositions de loi, j'en ai retenu plusieurs. Vous avez participé à une proposition de loi visant à autoriser les femmes enceintes à garer leurs véhicules sur les places réservées aux personnes handicapées. Bah oui, ça me semble logique. Donc, c'est des choses claires, des choses qui ont été de la vie active. Et finalement, est-ce que ça aboutit ou pas ? Je pense que ça aboutit, oui. Ça, c'est transpartisan, on est tous d'accord là-dessus. Vous voyez, ce sont des petites lois. Tout à fait, mais des lois qui peuvent aider chaque citoyen. Mais il faut passer par la loi. Et puis après, il y a les décrets d'application. Et il n'y a pas toujours les décrets d'application qu'on souhaite, qui sont appliqués par la suite. Une autre proposition de loi organique visant à rétablir le cumul des mandats de députés ou de sénateurs avec le mandat de maire. Je pense que c'était quelque chose d'important. Moi, j'ai toujours... Vous avez participé à cette proposition ? Oui, j'ai participé, mais ce n'est pas encore décidé. Non, c'est en cours. Une proposition, c'est qu'on puisse à nouveau cumuler l'emploi de maire de communes de moins de 10 000 habitants avec le mandat de député. Moi, j'étais pour garder... le cumul des mandats de maire et de député. Avant, on avait des statuts. Il y avait des maires députés, par exemple Marseille, de grosses communes, qui faisaient entendre leur voix, qui s'imposaient au sein de l'Assemblée. Ce qu'on a vu dans le mandat précédent, c'est que c'était des maires qui n'étaient pas au contact du terrain, des députés qui n'étaient pas au contact du terrain, qui ne connaissaient pas du tout le métier d'élu et qui ont fait parfois des bêtises. Moi, je me souviens que les 3 premières décisions qui ont été prises en 2017, c'était d'une part la suppression de la réserve parlementaire, parce qu'on pouvait, à partir des 140 000 € qui nous étaient alloués, donner aux associations. Ça nous aurait pu nous aider. Vision, on pouvait donner aux associations, on pouvait donner aux communes. Ça créait un lien entre les maires et nous, ça a été supprimé. La deuxième décision, c'était diminuer l'APL de 5 € pour les étudiants. Puis la troisième, c'était d'augmenter la CSG pour les retraités. Tout allait bien. Mais on leur a dit, mais vous n'êtes pas au contact du terrain, c'est pas possible qu'on puisse décider de choses comme ça, mais ils avaient une large majorité et ça a passé. Une autre proposition de loi visant à réintégrer les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires non vaccinés contre le Covid-19. C'est vrai que même au sein des centres hospitaliers, tous ceux qui n'étaient pas vaccinés, finalement, avaient été écartés. Oui. Ça, c'est un grand débat, on en parle beaucoup. C'est comme réintégrer les professions médicales qui ne sont pas vaccinées au sein de l'hôpital. Là, c'était refusé. Le vote a été négatif. Et pourquoi, d'après vous ? Pourquoi ? C'était pour inciter, à mon avis, les personnes gens à se vacciner, et puis pour ne pas les mettre en danger non plus, parce que si elles ne sont pas vaccinées et qu'elles sont au contact de personnes atteintes du Covid, ça peut créer des problèmes. Alors, quelque chose d'important, on reste dans le médical, une proposition de loi visant à lutter contre la désertification médicale ou visant à assurer l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. Là, on est en plein dedans. Oui. Le Catésie, le Caudrésie. Le Caudrésie, et puis pratiquement partout en France rurale. Dans la ruralité, on constate une insuffisance de médecins.
Bon, c'est pas facile parce que ça doit se faire en quelques années, hein, même si on change les règles d'admission en faculté de médecine, il faudra quelques années pour que ça aboutisse. Bon, même le président de la République a dit on va avoir recours aux médecins extérieurs. Mais le problème, c'est qu'on vide des pays qui ont besoin aussi de médecins. Là, il faut une réforme de fond. Moi, j'ai proposé qu'on interdise l'installation dans les secteurs surdotés. Parce que dans le midi de la France, il y a beaucoup de médecins. Si vous voulez un rendez-vous en ophtalmo, oui. Vous pouvez l'avoir très rapidement, alors qu'ici, il faut attendre très longtemps. Donc, il y a trop de médecins qu'on interdise de s'installer là, comme par exemple, c'est le cas pour les notaires, pour les pharmaciens, il y a un numerus clausus. C'est le cas aussi pour les médecins, les pharmaciens, les infirmières. Les infirmières, il y a un numerus clausus aussi. D'accord. Donc, qu'on fasse pareil pour les médecins. Et puis, peut-être qu'il y ait des filières. Je pense qu'il faut qu'on simplifie aussi l'accès aux soins. Les pharmaciens peuvent faire des choses. Maintenant, ils vaccinent. Ils peuvent aussi, quand une personne n'est pas trop malade, suggérer un médicament. Par exemple, ce sont les médecins qui constatent les décès. Et maintenant, il serait question que les infirmiers puissent constater les décès. Bon, il y a des décès où ça ne pose pas de problème. On ne voit pas pourquoi le médecin doit intervenir obligatoirement. Et puis il y a plein de choses comme ça, où les vaccinations, on peut soulager, je pense, les médecins. Et puis aussi permettre, peut-être par une augmentation des 25 €, une consultation c'est 25 €, l'augmenter légèrement, pour leur permettre d'avoir un service administratif. Parce que les médecins sont submergés de tâches administratives. Ça prend 30% de leur temps qu'ils pourraient consacrer à accueillir des personnes et puis à les soigner. Alors concernant la rémunération des médecins, d'après vous, on va arriver à quoi ? Bon, je penserais qu'on arrive aux 50 €, mais je pense qu'il y aura une augmentation. 25 €, c'est vrai que quand on compare par exemple un spécialiste qui vient pour votre chauffage, et puis ce que gagne le médecin, ça fait peu. Ça fait peu si on veut qu'il se consacre vraiment à la maladie pour laquelle la personne vient consulter. Ça fait peu. S'il prend du temps, s'il la questionne, il s'occupe vraiment de la situation, parce qu'il y a des problèmes psychologiques aussi, quelquefois dans une maladie. Hein. Là, 25 €, ça ne leur permet pas d'être suffisamment au contact. Donc, d'après vous, le gouvernement fera un effort ? Je pense qu'il sera bien obligé de le faire. On doit réformer les professions médicales, je pense qu'il sera obligé de le faire. Comme à l'hôpital, les services d'urgence sont débordés. Il y a un pédiatre qui a dit « n'allez pas au service d'urgence quand votre enfant est malade ». Mais il faut comprendre aussi les services d'urgence qui sont obligés de faire des choix entre les personnes pour dire celle-là, on s'en occupe plus. Il y a des personnes qui restent 72 heures sur des lits d'urgence. C'est pas normal, ça. Non, c'est clair. Mais il y a plein de choses qui sont en discussion à l'Assemblée nationale. On ne va pas s'ennuyer pendant l'année 2023. Alors, vous intervenez également lors des questions écrites. Vous avez appelé d'ailleurs le ministre de l'Agriculture sur la situation des endiveries françaises et également sur les producteurs de plants de pommes de terre. Oui, j'ai rencontré les endiviers, j'y suis allé, je les ai vus. J'ai rencontré les producteurs de plants de pommes de terre. Le chauffage, c'est très important. Avant, les endives, on les cultivait en plein champ, mais on chauffait quand même. Hein. On chauffait quand même. Mais maintenant, c'est dans des salles. Il faut beaucoup chauffer. C'est 80%, je crois, du coût de l'endive. Et ils disent qu'ils vont devoir fermer s'il n'y a pas de mesures qui sont prises, comme nos boulangers. Nos boulangers. Il faut absolument que l'État fasse en sorte que l'énergie soit la moins chère possible. Alors là, on peut parler des décisions qui ont été prises en ce qui concerne l'énergie nucléaire. Moi, pendant 5 ans, je répète, je suis dans la commission développement durable,
J'ai questionné Mme Borne, Mme Pompili, qui ne voulaient plus du tout entendre parler de l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, c'était quand même 70% de notre production d'électricité. Et malheureusement, maintenant, on a perdu le savoir-faire. On ne sait plus faire de centrales nucléaires. L'EPR de Flamanville, c'était 3 milliards, on en est à plus de 12 milliards. C'était 4 ans, on en est à 12 ans. On ne sait plus souder les cuves de centrales nucléaires. On a dû faire appel à des Polonais, ça n'a pas marché. On fait appel maintenant aux Américains. On a perdu le savoir-faire, comme on perd le savoir-faire pour les médicaments, on perd le savoir-faire pour beaucoup de choses. Et ça, c'est le grand malheur actuellement. Notre force, c'était d'avoir une énergie peu chère. Nos entreprises étaient compétitives parce que l'énergie était peu chère. Et maintenant, c'est tout le contraire. Et par rapport aux éoliennes ? Alors, par rapport aux éoliennes, bon, je ne suis pas contre les éoliennes, mais on va voter ça mardi. Mardi. Il y a une proposition de loi qui a été faite. Alors, je suis très réservé au début. J'avais dit, je vais m'abstenir. Et puis, par la suite, je me suis dit, si je m'abstiens, on va revenir aux errements antérieurs. On va revenir à la situation antérieure. Il y a quand même des avancées. Les avancées, c'est de dire qu'au niveau des PLU, des plans locaux d'urbanisme, il y aura des zones qui seront désignées pour l'implantation d'énergie. D'accord. Il faudra le prévoir sur le PLU. Il faudra le prévoir sur le PLU. Alors, il y a des zones où ce sera strictement interdit, des zones où ce sera autorisé, puis des zones comme actuellement où les gens pourront aller au tribunal. Est-ce que ça pourrait être fait contre l'avis d'un maire, par exemple ? Alors, le PLU, il y a beaucoup d'administrations qui sont autour de la table. Tout à fait. Il y a la DDTM, il y a la DREAL, etc. Donc, un maire pourra dire non, je veux pas d'éolien. Je pense que ce sera difficile pour lui d'empêcher des implantations. Donc ça, c'est un risque C'est un risque. Il y a toujours un risque, mais le risque, il est moindre qu'avant. Alors, c'est ça. Quand on vote, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on vote pour quelque chose qui s'améliore un peu, ou est-ce qu'on se dit on reste comme avant, ou c'est pas satisfaisant ? Mais ça ne remplacera jamais le nucléaire. Ah si, l'éolien, maintenant, il est à 12%, ils envisagent de le porter à 25%. Mais une énergie dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'hydraulique. L'hydraulique, les barrages, ça fait beaucoup plus que l'éolien actuellement. Et les barrages hydroélectriques, c'est intéressant parce que vous appuyez sur un bouton et puis vous lâchez l'eau, vous produisez l'électricité. Alors que les éoliennes, il faut du vent pour qu'elles produisent. Tout à fait. Alors, par rapport à votre dernier mandat, vous n'étiez pas dans la majorité. Est-ce qu'on peut dire que dans cette législature, vous avez un rôle plus important dans votre vote ? Est-ce que votre vote est beaucoup plus pris en compte qu'avant ? Oui, sans nul doute. Avant, on pouvait proposer des choses, on était écouté, on n'était pas entendu. Ça veut dire, cause toujours. Oui, ils avaient la majorité, donc. On pouvait voter ce qu'on voulait, c'était toujours la majorité qui l'emportait. Ici, c'est différent, puisque la majorité n'a plus la majorité absolue, donc elle doit tenir compte d'autres groupes. Moi, je suis dans un groupe, vous l'avez peut-être vu dans le journal, où je vote en mon âme et conscience les lois, c'est-à-dire qu'on ne m'impose rien, je veux surtout pas qu'on m'impose de voter de telle ou telle manière. J'ai voté par exemple à 50% avec Renaissance, j'ai voté à 51% avec le Rassemblement national, à 70% je crois avec les Républicains. J'ai voté à 84% pour les lois de mon groupe, donc ça veut dire que je ne vote pas toujours même pour mes copains. Mais on est beaucoup plus entendu. La semaine dernière, il était 8h moins 10 du soir et j'ai la ministre Agnès Pannier-Runacher qui m'appelait pour m'expliquer que sa loi était importante et puis qu'elle souhaitait que je vote dans son sens. Et ça s'est fait ? Non, ça va se faire demain. Alors, le gouvernement est obligé de procéder à l'application de l'article 49.3, on en parle beaucoup. Depuis 1958, il faut savoir qu'il a été déclenché plus de 90 reprises. Et c'était Michel Rocard qui l'avait... Alors, est-ce que vous pensez que cette pratique nuit au fonctionnement des institutions ou finalement que ça fonctionne néanmoins ?
Ah ben, je pense que ça nuit, hein. Moi je ne suis pas pour le 49.3. Mais d'un autre côté, ils utilisent le 49.3 parce qu'il y a un obstacle qui peut être levé par les groupes d'opposition. Bon, le vote du par budget exemple, de faire 3000 amendements et puis on s'en sort plus. Hein. Donc oui, le 49.3 a été utilisé. Alors le problème du 49.3, c'est pas tellement que la loi qui est proposée, le projet de loi qui est proposé par le gouvernement passe sans discussion, c'est le fait qu'on ne peut pas amender. Quand vous avez une loi, les députés amendent, il y a des partis qui sont bonnes, d'autres qui le sont moins, donc on amende. Là, on ne peut plus, puisque tout passe. C'est-à-dire le texte est présenté une seule fois. Donc ça, c'est pas une bonne chose, parce que le texte revient au texte primitif sans possibilité de l'améliorer. Les retraites, vaste débat. C'est donc à partir de mardi, vous entrez dans une phase. Le gouvernement va présenter un petit peu ce qu'il souhaite mettre en place. Quelle est votre position là-dessus ? Ben là, on ne sait pas ce que le gouvernement va proposer. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas maintenir les 65 ans, qu'il va revenir en arrière. On est à 62 ans. À quel niveau il veut mettre 63, 64 on va en discuter. On discute, hein, quelquefois, votre position primitive, elle se modifie par la suite. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des retraites à la carte, que certains veulent partir avant, ou certains doivent partir avant parce qu'ils ont eu un métier pénible, mais qu'on tienne compte de la pénibilité, qu'on améliore quand même la retraite. Si on les fait partir avant, il faut quand même leur donner des moyens de vivre décemment. Il faut un minimum de retraite, 1 200 €, ça me paraît vraiment un minimum déjà. Et puis tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un qui me disait que pour le privé, ce serait mieux les 10 meilleures années que les 25 années. Parce qu'il y a une différence quand même entre le privé et le public, une grande différence. Et cette différence, il faudrait l'amoindrir quand même. C'est que, par exemple, vous êtes dans le public, vous retenez les 6 derniers mois. Vous êtes dans le privé, c'est les 25 meilleures années. D'un autre côté, la pension de réversion, vous êtes dans le public, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que votre femme ou votre époux bénéficie de 50% sans limite. Alors que si vous êtes dans le privé, il y a des limites. Ça doit être 1 900 € je crois, de limite. Donc ça va occasionner beaucoup de discussions. On va démarrer les discussions ici la semaine prochaine, enfin non, cette semaine même, mais je pense que la loi, elle ne sera pas votée avant 6 mois. 6 mois, parce qu'elle va aller au Sénat, elle revient, il y a la CMP. Une CMP, c'est une commission mixte paritaire où sénateurs et députés essayent de s'entendre. À mon avis, on y arrivera à s'entendre. Je pense qu'on arrivera à s'entendre, je pense. Alors, est-ce que c'était bien de le faire en 2023 ? Est-ce qu'on ne pouvait pas attendre ? Bon, c'était dans les projets de notre président actuel. Est-ce qu'il fallait vraiment le mettre en application en 2023 ou est-ce qu'on pouvait attendre un peu ? Je pense qu'on pouvait encore attendre. Il y a la loi de Touraine qui produit ses effets. Vous pouvez réexpliquer un petit peu ? Eh bien, c'est dire qu'il y a une augmentation de la durée l'allongement 62 ans, mais ça s'est prolongé de 3 mois tous les 3 ans. Voilà, en fonction de la date de naissance de... D'accord. Ouais. Donc on va voir. Bon, on va terminer. Et là, vous me posez des questions sur ce qui va arriver. Oui, parce que je connais mieux ce qui s'est passé. Bien sûr. Mais c'est important. Je pense que l'année 2023 va être difficile et c'est des gros points qui vont être importants pour notre avenir. Je pense qu'en ce qui concerne l'énergie, oui. L'énergie, on a parlé tout à l'heure en aparté des voitures. Des voitures. Moi, je ne comprends pas que brusquement, on met tout électrique. Une voiture électrique, il faut 100 000 km pour qu'elle soit moins consommatrice en CO2 qu'une voiture à essence. Mais Giscard d'Estaing avait promu le diesel. Le diesel, pourquoi ? Parce que dans les raffineries de pétrole, le diesel, on ne savait pas comment faire, on le rejetait quelquefois à la mer.
La France était leader en matière de moteurs diesel. On vendait même des moteurs à Mercedes. Bon, le diesel, apparemment, on n'en veut plus. Qu'est-ce qu'on va en faire? Justement, et puis on était en capacité de continuer à améliorer encore les moteurs diesel. Maintenant, c'est le tout électrique. Le tout électrique, il faut déjà des centrales électriques en quantité suffisante pour pouvoir alimenter tous les véhicules électriques. Et puis, c'est des terres rares. Il y a du nickel, il y a du cobalt, il y a du cuivre, il y a plein de choses. Il va falloir trouver des ressources très importantes. Il va falloir aller dans les mines, peut-être d'Afrique, où c'est des petits gamins qui cherchent du nickel ou autre chose. Moi, je pense qu'on met la barre. C'est le problème de la France. C'était tout diesel d'un coup, c'est tout électrique maintenant. Il y a d'autres énergies qui pointent. C'est par exemple l'hydrogène. L'hydrogène, est-ce qu'on ne va pas trop vite en électrique? Il y a l'hydrogène qui est à la porte. Qui peut nous aider dans quelques temps. Et puis, bon, l'essence, c'était pas si mal, une voiture à essence. C'était pas les voitures qui polluaient le plus. Hein. Quand on parle de pollution, c'était surtout les bateaux là, qui amènent les containers de Chine qui polluent. Puis aussi les particuliers, hein, quand notre chauffage, ça pollue aussi. Certain. Hein. Bon, c'est tout ça dont on va discuter, mais c'est toujours compliqué. On s'aperçoit qu'il n'y a rien de simple. Par exemple, pour l'énergie atomique, dans ma commission, quand on discute de l'énergie atomique, on entend le Haut Commissariat à l'énergie atomique qui nous dit c'est très bien l'énergie atomique, puis on entend Greenpeace qui nous dit c'est pas bien l'énergie atomique. Donc, après, on entend les deux, et puis on apprend beaucoup. Je pense que on sait jamais tout et que on remet toujours tout en question. Ça c'est ce que j'ai appris à l'Assemblée nationale, c'est qu'il n'y a pas de certitude. Alors pour 2023, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? À moi-même, la santé, mais pour l'instant ça va. Mais moi je vous souhaite que mes Frovision continuent à se faire entendre des téléspectateurs parce que vous avez un rôle important, je vous félicite. Et puis je souhaite à tout le monde santé, bonheur, réussite, et puis l'amour, parce qu'il faut aussi aimer son prochain. Je crois que le Covid a fortement perturbé les relations entre individus. On n'avait plus de relations sociales, on n'allait plus dans les associations, on restait chez soi. Il y a même eu des problèmes de couple parce qu'on était confinés chez soi. Le Covid a beaucoup changé, et ça on s'en rendra compte plus tard quand on refera l'histoire. Donc oui, l'amour de son prochain, ne plus raisonner de manière égoïste, mais penser aux autres. Et puis aussi la paix. Quand je vois ce qui se passe en Ukraine, quand je pense que... Des fous, il y en a eu dans l'histoire, il y en a eu beaucoup, il y a eu Hitler, il y en a eu d'autres. Et là, il y en a un, c'est Poutine, qui a agressé un pays. Bon. On va rester positif? Ouais, aussi. L'humanité s'en est toujours sortie, ça, c'est le bon point. Et puis, là, on a recommencé les vœux au maire, on se rencontre les cérémonies recommencent, les associations se revoient. Non, moi, je suis très positif. Eh bien, écoutez, merci d'être venu et puis bonne année 2023. Merci. Au revoir.